Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Olivier Binet qui est directeur de Finom. Bonjour Olivier, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour Xavier, avec plaisir. Je suis Olivier Binet, donc un Niçois expatrié à Paris. Je suis directeur de Finom. J'ai un parcours à la base d'ingénieur reconverti dans le business, qui travaille dans les fintech depuis une dizaine d'années, avec un passage chez PayPal notamment de quelques années. Et aujourd'hui, je suis chez Finom, une banque, une néobanque. Alors pardon, je dis néobanque, mais j'ai pas le droit. Un service financier et qui s'adresse donc principalement aux entrepreneurs, TPE, PME, indépendants, et qui leur offre un produit tout en un avec un compte courant, un service de pré-facturation, de pré-comptabilité et un service de facturation notamment. On peut également faire du dépôt de capital et de l'enregistrement d'entreprise pour ceux qui désirent créer leur entreprise de zéro. Ok, et alors ce qui va nous intéresser dans cet épisode d'aujourd'hui, c'est que donc vous êtes une entreprise qui est full remote et vous êtes nombreux parce que vous êtes 150. Sur ce podcast, on a rarement vu une entreprise aussi grosse en full remote, à part peut-être l'entreprise qui travaille dans un métaverse. Ça vaut le coup d'aller écouter si vous n'avez pas encore écouté cet épisode. Mais donc vous êtes 150 et vous êtes sur 6 pays différents, ce qui est quand même assez intéressant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que vous avez... Alors déjà, est-ce que vous avez choisi le remote depuis le début ou est-ce que vous avez petit à petit transformé l'entreprise en remote et pourquoi avoir choisi ce modèle ? Alors, on a complètement démarré en remote. À ça, il y a plusieurs raisons. Premièrement, il faut se projeter dans un monde pré-Covid. Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui ont fait que, d'abord, ce modèle a été choisi, mais aussi que il est réplicable sous certaines conditions. C'est pour ça que je veux bien expliquer les conditions. Premièrement, les fondateurs de cette entreprise sont des fondateurs très expérimentés. Ils avaient déjà monté une banque B2B dans un autre pays qu'ils ont revendu très bien. Donc des gens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ce ne sont pas des gens qui sont lancés pour la première fois dans l'entrepreneuriat. Okay. Deuxième chose, donc très expérimentés et très bons. Deuxième chose, ils parlent pas le français, donc c'est pas du faillotage, ils comprendront pas. C'est sincère. Okay. La deuxième chose, c'est que c'était une boîte qui a très vite été très bien financée, qui a levé à peu près 17 millions en pré-money, c'est-à-dire avant d'avoir même lancé quoi que ce soit. Donc ce qui commence à être pas mal d'argent. Voilà, et avec une vision et une ambition d'être pan-européen la vision depuis le premier jour d'être pan-européen très rapidement, le plus rapidement possible. Okay. Donc, c'est pas une boîte qui s'est dit, on va monter dans un pays, si ça marche, on verra comment on grandit, etc. C'est pas du tout le modèle de base, c'est vraiment d'être partout. Et pour grandir très vite, parce que quand on vous prête beaucoup d'argent comme ça, il faut grandir très vite, les enjeux sont à la hauteur de l'argent qu'on vous confie, il faut grandir vite. Pour grandir vite, il faut avoir beaucoup de monde. Et notamment, quand on est dans la fintech, il faut avoir accès à des développeurs de métier, et qui sont bons. Pour ça, il faut aller chercher là où on peut. Et en fait, l'une des contraintes que vous posez quand vous dites je m'installe dans telle ville, c'est souvent une contrainte géographique. À partir du moment où vous éliminez cette contrainte géographique, déjà, ça vous permet d'aller plus vite. Donc ça a été le postulat de base. Une fois que ce choix a été fait, ça a entraîné beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Alors attends, c'est intéressant. Je te coupe. Donc en fait, vous avez choisi le remote parce que vous êtes une start-up financée, que vous cherchez une hypercroissance et que vous vous êtes dit, la raison numéro 1, c'était je veux élargir mon bassin de recrutement, en fait, c'est ça ? Je veux être européen par défaut et donc je veux pouvoir recruter aussi bien des Lituaniens que des Français, des Portugais, des Espagnols sans problème. De toute façon, en 5 ans, je dois être dans au moins 10 pays. Voilà. Pour faire ça, en 5 ans, ouvrir 10 pays en 5 ans, en partant de zéro, c'est très compliqué si je dois ouvrir un bureau dans chaque pays, recruter des gens dans chaque pays, etc. C'est coûteux, compliqué, perte de temps. Comment je fais pour être le plus efficace possible ?
pour être le plus efficace, on va éliminer la friction du monde physique, on va dire, et rester avoir des gens qui sont dans le cloud aussi, mais des vraies personnes, pas des robots. Et comment on fait du coup pour recruter ces vraies personnes un peu partout dans le monde, et on n'est pas limité. Alors, il peut y avoir des contraintes évidemment de décalage horaire. Hein. Si on a des gens qui sont tous en Australie, c'est plus compliqué de bosser ensemble quand même. Mais à l'échelle du continent européen, ça marche très très bien. Et du coup, en pratique, vous avez essentiellement des Européens, ou est-ce que vous avez des gens, par exemple, aux US, en Australie peut-être, en Asie, ou est-ce que vous êtes... Tout le monde, à ma connaissance, parce que je vous avoue que je ne suis pas toutes les embauches au quotidien, mais tout le monde est sur le continent européen, du Portugal à l'Oural, on va dire. Voilà. Donc ça fait quand même. C'est un choix. Ça fait quand même beaucoup de choses. C'est un choix ou c'est une, enfin, je veux dire, est-ce que c'est une contrainte que vous vous êtes imposée en disant on ne recrute que des Européens parce que c'est aussi dans l'esprit de la boîte, ou est-ce que si vous trouvez un super bon développeur à San Francisco, vous l'embaucherez aussi? Alors, je crois qu'il y a quand même un besoin de pouvoir coordonner des actions je dirais sur une time zone. J'allais dire, je suis désolé, sur un fuseau horaire. Un fuseau horaire relativement proche. Ça devient compliqué quand on commence à avoir beaucoup de gens. Ponctuellement, on peut avoir des gens en Inde, etc. Mais à ce moment-là, ça devient presque l'outsourcing. C'est des gens qui peuvent pas être avec nous. Ça devient plus compliqué. Et dans le être avec nous, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est-à-dire quand vous créez malgré tout des rituels où vous vous rencontrez régulièrement, quand vous avez quelqu'un qui habite qui est à l'autre bout du monde sur un décalage horaire de dingue, ça commence à devenir compliqué. Donc je pense que c'est plus pour un délai pratique. Et puis on va être clair, il y a quand même une simplicité dans le quotidien pour l'employé comme pour l'entreprise. Et aujourd'hui, notamment dans nos métiers, il n'y a pas de crise de l'emploi, hein, faut plutôt une crise inversée, qui est exacerbée particulièrement en France, hein, qui est exacerbée en ce moment par le nombre de licornes qui existent. Ok, donc vous êtes full remote par défaut, mais pas asynchrone, quoi. Comme une grosse boîte comme GitLab, par exemple, que j'aime bien prendre en exemple, qui eux, du coup, je pense depuis le début, sont en asynchrone, ils bossent avec des gens un peu partout dans le monde, et vraiment par choix, par conviction. Mais effectivement, ça rajoute une vraie couche de complexité en plus de déjà être en remote. Ok, donc j'ai bien compris l'aspect ou l'atout recrutement sur le choix de partir sur une startup en remote. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y avait dès le début d'autres avantages que vous aviez identifiés, ou d'autres raisons pour lesquelles vous êtes parti en remote? Alors, je ne sais pas si c'est un avantage. Cela étant, il y a un côté, ça entraîne pas mal de choses. À partir du moment où vous partez en full remote, ça vous est plus difficile d'embaucher des profils très juniors. Pourquoi ? Parce que vous devez avoir des gens qui ont un certain recul sur eux-mêmes, une certaine maturité vis-à-vis du travail, vis-à-vis de leur travail, de leur perception d'eux-mêmes et de la qualité de leur travail, qui demande une forme de maturité. Je dis pas forcément d'âge, mais de maturité. Et donc, malgré tout, c'est relativement corrélé. Et donc, ça vous oblige à embaucher des profils un peu plus seniors. Ce qui coûte aussi plus d'argent. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pas non plus... le répliquer, c'est pas pour tout le monde. Une startup qui commence, que vous pouvez vous permettre d'embaucher des gens plus expérimentés et donc nécessairement plus chers, c'est pas vraiment facile. Mais si vous n'avez pas cette maturité, ça vous demande un management plus présent. Or, quand vous ne voyez pas au quotidien la tête que fait quelqu'un quand il arrive au bureau, c'est beaucoup plus difficile à manager. Ouais. Et pour ça, il vous faut des gens qui ont une certaine maturité, qui savent dire les choses, sinon ça devient très difficile. Donc, ce qui est à la fois une contrainte supplémentaire. Donc, vous devez dans vos recrutements rechercher une forme de maturité, quoi que ça veut dire. Enfin, c'est partie de la formule. En revanche, vous vous retrouvez avec des profils plus seniors, plus expérimentés, ce qui vous permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment, je dirais, cette vitesse entraîne la vitesse. Maintenant, il n'y a pas de stagiaire. Voilà, par exemple, c'est ça. une start-up. En France, depuis 1 an et demi, 0 stagiaire. Ouais, bah ouais. Alors, on avait déjà abordé ce point avec François, qui est fondateur de Lemlist, qui est donc en full remote. Eux, ils sont entre 30 et 50, je crois, maintenant. Effectivement, ils embauchaient que des seniors
Alors, je sais pas trop ce que veut dire senior, mais c'est des gens expérimentés effectivement. Alors pour l'anecdote, j'ai eu il y a pas très longtemps une stagiaire moi, et donc en remote par défaut parce qu'elle était à Paris et moi en Martinique. Mais c'était une stagiaire en reconversion professionnelle, donc adulte, et pas junior avec 18 ans. Et en fait, j'ai été agréablement surpris de comment est-ce qu'on arrivait à gérer ensemble. Et je pense que ça vient du fait que c'était une gameuse. Et donc voilà, c'était juste pour la petite anecdote. D'ailleurs, je pense que je l'inviterai sur ce podcast parce que ça serait intéressant de décortiquer un petit peu son ressenti à elle. Et oui, et puis après, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la maturité. C'est pas Ouais. uniquement l'expérience. Quand je refais ma carrière à l'envers, personnellement, je n'aurais pas été assez mûr beaucoup plus jeune pour faire ça, très clairement. Mais j'ai eu des stagiaires qui l'auraient certainement été. Ouais, c'est compliqué. Et c'est vrai que on parlait aussi beaucoup de l'onboarding des nouveaux en full remote. Et effectivement, un junior pour qui c'est le premier travail, d'arriver sur son poste de travail en remote tout seul, ça pose des vraies questions, quoi. C'est ça, exactement. Euh, Exactement. alors tu parlais des rituels. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu peut-être comment se passe une journée type, ou peut-être une semaine, ou quels sont les rituels que vous avez mis en place pour justement essayer de construire cette culture d'entreprise? Alors, on a différents rituels. On a d'abord, et je pense que ça vient avec la maturité, mais on fait une utilisation de Slack qui est, par rapport à ce que j'ai eu dans d'autres entreprises, très modérée. Je fais une parenthèse parce que ça me semble important. C'est-à-dire que j'ai vu des startups dans lesquelles et pourtant qui étaient en présentiel, dans lesquelles Slack était un feu d'artifice permanent, Ouais. alors que ça l'est beaucoup moins chez nous. Je ne saurais pas l'expliquer. Est-ce que c'est avec la maturité? Est-ce que c'est parce que la plupart des employés sont pas des digital natives et des vieux cons comme moi? C'est possible. C'est possible. Mais c'est important de ne pas être noyé à travers des feux d'artifice de messages. Pour ce qui est des rituels, on a ils dépendent des équipes. Dans les équipes, chaque équipe, ça dépend de la taille des équipes. Si vous avez une centaine de développeurs, ils ont des rituels particuliers. Pour la partie business, on en a d'autres. Par exemple, on se retrouve pour un café virtuel tous les lundis après-midi avec les country managers, on va dire, voilà, pour échanger sur un mode très informel, humeur, business, sentiments, stratégie, un peu tout. Et c'est vraiment comme si on se retrouvait à la machine à café pendant 20 minutes. Ça marche très très bien. Le lundi matin, on a un codir presque très classique, comme j'en ai vécu par le passé en présentiel, sans différence notable. Certaines traditions restent les mêmes, et puis il y a d'autres traditions qui sont de se dire, mais quand est-ce qu'on se retrouve physiquement? Parce qu'on a beau être remote only, de temps en temps on se retrouve physiquement. Alors certaines équipes se disent on va tous aller ensemble à Chypre dans les appartements que fournit l'entreprise. Donc ils y vont pendant 2 semaines, 3 semaines et ils se retrouvent là-bas tous ensemble, ce qui est un cadre fort sympathique pour bosser, aller prendre un verre. Et on a tendance à partager plus autour d'un verre sur la plage que sous la pluie. Enfin, je sais pas pourquoi, mais ça aide. Ça aide. Et puis parfois quand on a sa famille aussi, si vous amenez votre famille là-bas, s'ils ont la chance de pouvoir travailler en remote de là-bas pendant une semaine, ça crée des liens forts parce que vous vivez ensemble en famille pendant une semaine, 2 semaines, ça crée des liens assez forts. Ça c'est vraiment bien. Oui. Et du coup, tout ce qui est weekly call, désolé pour l'anglicisme, mais et le codir, ça se passe sur Zoom ou sur un Google Meet, sur en visio, quoi. En visio, un Google Meet, exactement. Ok. Et donc vous avez des rituels comme ça, on va dire hebdomadaires. Et puis, est-ce que vous avez, alors, on parlera tout à l'heure de ces appartements, c'est intéressant. Mais est-ce que vous avez des choses peut-être plusieurs fois par an où vous emmenez carrément toute l'équipe ou toute l'entreprise en séminaire de team building, ce genre de choses? Alors on a quelque chose que vous faites aussi? Exactement, on a un séminaire de team building. Je t'avoue que ça a été assez délicat avec le Covid. On sort quand même de 2 ans de Covid, donc moi j'ai rejoint l'entreprise. C'était à la sortie du premier confinement. Donc tu vois, j'ai assez peu vécu avec l'entreprise. D'ailleurs,
elle s'est créée juste avant le confinement. Hein. Donc, si tu veux, l'entreprise n'a pas encore connu une longue période post-confinement. Et aujourd'hui, on est quand même 150 personnes. Donc, il y a des séminaires qui se font plutôt équipe par équipe. Donc, par exemple, j'étais il y a quelques semaines en séminaire avec le reste de la direction générale, voilà, pour décider de des orientations pour les 6 prochains mois, assez classiques. Qu'est-ce qu'on va faire pour les 6 prochains mois? Qu'est-ce qui est prioritaire? Ces choses-là, très classiques. Pour le coup, très classiques. Ok. D'accord. Et donc plutôt équipe par équipe. Vous n'avez pas de choses j'allais dire trans-équipe, je sais pas si ça se dit vraiment, mais Alors, avec tout le monde, quoi. on n'a pas encore eu dans notre histoire, on n'a pas encore eu. Alors, encore une fois, c'est dû au confinement et que c'est relativement récent que tous les pays aient été déconfinés, puisque le fait d'être, alors on opère dans 6 pays, mais on est éclaté dans plus de pays en tant qu'employé. D'accord. C'est-à-dire que on fait du business dans ces pays, mais les employés peuvent être n'importe où en Europe. Donc, et les politiques de voyage, de confinement ont été très différentes dans les pays. Ah, différentes. Et donc, si tu veux, ça a entraîné beaucoup de restrictions. Où est-ce qu'on pouvait voyager, comment on pouvait se retrouver, etc. Donc, on n'a pas encore réussi à organiser un séminaire avec toute l'entreprise pour le moment. Pour le moment, ça a réussi à être fait que par équipe. Mais ça va venir. D'accord. On a quand même un fait assez fort. Donc, je crois qu'on attend que ça, de tous se retrouver, absolument tout le monde, et de faire la fête. Ouais, puis je pense que c'est intéressant pour les équipes de pouvoir rencontrer des gens d'autres métiers. Enfin voilà, moi je sais que j'ai passé beaucoup de temps comme tech et c'est hyper important d'avoir des contacts réguliers avec ce qu'on appelait nous le métier parce que ça nous permet de mieux faire notre travail aussi et puis d'élargir un peu l'horizon sur ce qu'il faut faire. Tu as raison. Et en l'occurrence avec l'équipe tech, on a eu une sorte de séminaire avec l'équipe tech et notamment les dirigeants des différents pays, si tu veux. On a eu déjà plusieurs rencontres comme ça où on pouvait parler directement et créer des liens directement avec l'équipe produit, avec l'équipe tech, et c'était important de se comprendre, de savoir comment les autres pensent, surtout quand ils sont d'autres pays, qu'ils soient allemands, français, hollandais, russes, ukrainiens. On a les deux d'ailleurs dans l'entreprise. Ok. Ouais. Et donc que les gens comprennent la façon de penser de l'autre, c'est important. C'est important parce que après, quand vous vous retrouvez uniquement sur Slack, ça reste beaucoup de l'écrit. Et l'écrit est interprété différemment. Personne ne parle dans sa langue maternelle. Et donc les interprétations peuvent aller vite. Et donc ça aussi, c'est important d'avoir une certaine maturité de gens qui ont déjà travaillé dans ces contextes internationaux et qui sont capables de prendre du recul sur ce qui est écrit, ce qui apparaît sur l'écran face d'eux, et qui sont capables de dire attends, la personne ne s'exprime peut-être pas suffisamment bien en anglais, il y a la barrière de l'écrit, etc. Je vais prendre ça avec un peu de recul et essayer de comprendre, de chercher vraiment ce qu'il y a derrière. Ça c'est intéressant parce que tu disais tout à l'heure que vous étiez essentiellement distribué sur l'Europe en termes de collaborateurs parce qu'il y avait des contraintes très fortes de fuseau horaire et que c'était compliqué de travailler avec quelqu'un qui a plus 9 heures ou moins 9 heures. Mais l'Europe, c'est un petit continent et qui est très fragmenté. On a plein de langues différentes avec plein de cultures différentes. On n'est pas pareil que des Russes ou des Grecs. Entre les Russes et des Russes et des Grecs, il y a une différence culturelle qui est énorme, ou des Espagnols et des Allemands. Comment est-ce que vous arrivez à harmoniser ça ou est-ce que vous avez mis en place des trucs pour que les gens se comprennent? Comment est-ce qu'on met de l'huile dans tout ça pour que ça roule? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'était sur l'anglais. Est-ce que les gens bossent en anglais par défaut? Est-ce que tout est en anglais par défaut? Et je pense que ça va revenir un peu sur la question de la culture. Ou est-ce que, par exemple, les équipes qui sont, par exemple, entre Allemands parlent en allemand par défaut? Enfin voilà, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ce décalage linguistique et culturel? Alors, premièrement, et à nouveau, je reviens aux gens que vous allez embaucher. On embauche des gens qui ont une certaine maturité, c'est important, et des gens qui parlent très bien anglais. Je crois que parler l'anglais couramment et sans avoir peur de s'exprimer, c'est absolument fondamental ici, parce que tout par défaut se fait en anglais. Sauf dans certaines équipes qui se trouvent, sont parfois localisées dans un même pays et qui du coup parlent entre elles dans leur langue. Voilà, très bien. Mais dès que quelqu'un arrive qui parle pas cette langue, on passe à l'anglais immédiatement. La plupart des gens ont déjà travaillé dans des environnements internationaux en anglais. Moi, ça fait maintenant, enfin,
La dernière fois que j'ai bossé dans une boîte dont la langue principale n'était pas anglais, c'était en 2007. Donc D'accord. voilà, ça commence à dater. Très franchouillard d'ailleurs. Donc non mais c'est aujourd'hui, moi l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est presque dire moi j'ai passé des années aux États-Unis. Allez, on va dire que je suis quasiment Ouais. bilingue. C'est très bien, j'ai des notions de certaines autres langues, mais les boîtes par lesquelles je suis passé depuis, être bilingue, c'est le minimum quoi. C'est les gens Ouais. parlent tous deux, trois, quatre langues. Ça, c'est intéressant aussi parce que tu disais tout à l'heure que vous vouliez être remote par défaut parce que l'argument numéro un, c'était de pouvoir augmenter le bassin de recrutement. Ouais. Alors, si vous cherchez des devs qui sont bons et qui, si en plus sont bilingues, effectivement, ça réduit pas mal le scope, quoi. Alors, Déjà que l'offre est pas... pour la France, c'est vrai, parce que Ouais, malheureusement, on n'est pas très bon en langue, mais il y a beaucoup de pays dans lesquels les gens parlent plusieurs langues. Hein. Si vous prenez les Pays-Bas, tout le bassin nordique, toute l'Europe c'est vrai. centrale et toute l'Europe de l'Est, les gens sont au minimum bilingues. Hein. Ouais, Donc, ok. je veux dire, il y a quand même les deux tiers de l'Europe où c'est le cas. Hein. Si vous allez effectivement, c'est peut-être en fait, c'est l'Europe de l'Ouest qui est pas comme ça. Mais l'Europe du Nord, Europe centrale, Europe de l'Est, c'est pas la norme. Voilà, je C'est suis vrai. désolé pour les Français, franco-français qui parlent à peine anglais, qui nous écoutent, mais ça va être de plus en plus compliqué. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Alors, et du coup, est-ce que, donc tu m'as répondu sur le côté linguistique. Est-ce que sur le côté culturel, il y a des fois où ça coince? Et si oui, comment est-ce que vous mettez de l'huile au milieu? Alors, évidemment que régulièrement, ça coince au niveau culturel. Maintenant, je vais te dire un truc. Euh, Ça coince toujours dans toutes les boîtes au niveau culturel. C'est-à-dire que euh, les gens partent du principe que parce que on a parfois on vient du même pays, voire de la même ville, voire de la même école, etc., on va se comprendre et qu'on dit tous la même chose. C'est une hypothèse de base que la plupart des gens font sans le savoir et qui est source d'énormément de problèmes. Là, vous pouvez pas vous le dire parce que vous avez des gens qui ont un fort accent parfois en face de vous et vous devez faire gaffe. Donc si vous Ouais, couplez et donc ça rend finalement conscient le fait que c'est potentiellement un problème et donc vous faites attention. Alors qu'à l'inverse, quand vous êtes des boîtes beaucoup plus homogènes, vous posez pas la question, alors qu'il y a des barrières culturelles qui vous sont invisibles. Et c'est un vrai problème dans les entreprises. Tu vois, dès que tu as travaillé comme dev, quand tu parles à des gens qui n'ont jamais parlé des devs avant, tu as une barrière culturelle énorme. T'as une barrière ouais, culturelle c'est énorme. vrai. Et les gens se disent, bah non, on est tous les deux, on habite tous les deux. Alors, Honnay, c'était plus dans le nord, hein, non, c'était vers Lille, non? Si je me Ouais, c'est à souviens Lille, bien ouais. de mémoire. Ouais. Pour y être allé dans une précédente vie. Et donc, si tu veux, quand tu es à Lille, bah ouais, c'est pas parce que vous êtes tous les deux à Lille dans le même bâtiment que vous avez la même culture. Et ça, je crois que euh, c'est un vrai problème dans les entreprises. Tu vois, c'est le côté éducation, psychologie dont je te parlais tout à l'heure. C'est un vrai problème fondamental dans les boîtes. Les gens ont posé le postulat qu'ils se comprennent et qu'ils vont être compris. Ce qui n'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. C'est presque un avantage, je vais te dire, quand tu as des gens un peu mûrs et qui ont en face d'eux des gens qui sont visiblement, alors quand je dis visiblement ou auditivement différents, tu peux pas faire comme s'il n'y avait pas de différence. Et donc finalement, Ok. c'est une bonne chose. Voilà, je sais pas si ce que je dis est compréhensible, mais le fait que ça Si, c'est s'entende, très compréhensible. le fait que ça s'entende et que ça se voit rend la chose consciente, alors que le problème est quasiment le même sans que ça soit conscient lorsque vous travaillez dans une boîte franco-française avec que des Français autour de vous. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment hyper intéressant, ça, comme remarque. Ok. Bah écoute, merci. Mais oui, non, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Les gens ne se comprennent Mais pas c'est, et surtout, tu vois, on parle d'éducation. Euh, on on n'apprend pas à comprendre les gens. On t'apprend à résoudre des problèmes, on t'apprend à compter, on t'apprend à lire, on t'apprend à écrire, mais on ne t'apprend pas à comprendre les gens. alors, ouais, ouais. Moi, j'ai fait un petit tour aux États-Unis aussi, et effectivement, quand je suis arrivé, on m'a donné des clés de différences culturelles qui sont presque juste des petits trucs, quoi. Genre arriver à l'heure, ce genre de trucs. Euh, euh, donc, on peut t'apprendre, je pense, à respecter les codes, en fait, plutôt. Parce qu'il y a des codes qui diffèrent en fonction des pays. Mais ça, j'imagine que dans ce temps d'une entreprise, tu l'harmonises assez facilement.
Mais c'est vrai que comprendre les gens, c'est compliqué, clairement. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que pour en avoir discuté pas mal sur ce podcast avec des gens en remote qui cherchaient à recruter et qui se disaient toujours non mais je vais pas aller recruter par exemple un Espagnol parce que bon il y a la barrière de la langue mais même la barrière après il y aura la barrière culturelle, ça va être compliqué et plus le delta culturel est grand, plus je vais avoir du mal à fédérer mon entreprise. C'est intéressant d'avoir ta perspective qui dit qu'en fait la barrière culturelle elle existe déjà au sein de ton entreprise quoi que tu fasses. Et donc recruter un étranger n'est pas forcément une euh, une barrière quoi ou un désavantage. C'est hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous faites pour manager euh, tous ces collaborateurs distribués et en plus vous êtes en hyper croissance donc vous devez avoir des collaborateurs qui arrivent tous les jours ou toutes les semaines j'imagine. Euh, Comment est-ce que vous faites pour manager tout ça et pour rester agile et efficace comme startup parce que vous avez une super contrainte de croissance quoi. Alors, je sais pas à quel point on réussit, hein, mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire quel genre de culture est-ce qu'on veut imprimer à l'entreprise. Et il y a une double culture de responsabilité, de véritable responsabilité, et le côté qui peut être effrayant pour certains et qui souvent dans les boîtes tech, c'est le côté responsabilité et surtout résultat. Très clairement et très concrètement, ce sont des entreprises dans lesquelles on peut pas se cacher, il n'y a pas de gras, il faut aller vite, et donc il y a des objectifs à tenir qui sont parfois difficiles et dans lesquels on peut pas se cacher. On sait très bien, c'est ce qui est à la fois valorisant et intéressant, c'est qu'on dit voilà, Xavier, je compte sur toi pour faire ça dans tel délai. Alors après, il y a des raisons pour lesquelles on n'y arrive pas, etc. Mais je compte sur toi pour faire ça. Et c'est ta responsabilité. Parce que l'entreprise en a besoin pour telle et telle raison. Et en fait, tu peux faire le lien directement entre ce que toi, tu vas accomplir et le succès de la boîte ou la vision stratégique de la boîte. Tu peux faire un lien direct. T'es pas un Shadok qui pompe parce que ton boss t'a demandé de pomper et on sait pas ce qui se passe, tu arrêtes de pomper. Et je l'ai vu dans des très grosses entreprises, des gens qui travaillent, ça pas quoi. C'est un principe. Alors moi, c'est un principe que j'ai toujours appliqué avec mes équipes, mais que je retrouve au niveau de la culture d'entreprise chez Finom, c'est se dire qu'est-ce qui est important, pourquoi je bosse et pourquoi les gens bossent. À partir du moment où ils savent ce pourquoi ils bossent, on a besoin vraiment que tu fasses ça là, maintenant, que ça soit accompli pour telle date, pour tel trimestre, pour tel. Il faut qu'on arrive là. Après, on y arrive, on n'y arrive pas. Point. Il n'y a pas à se cacher, il n'y a pas de truc. Si on n'y arrive pas, pourquoi est-ce qu'il faut plus de moyens? Mais voilà. Quand vous mélangez ça au fait que vous avez des gens expérimentés, donc qui savent s'y prendre, qui ont du recul, ça ajoute une culture finalement de performance. Voilà, de performance. C'est dur, mais c'est sympa. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que le management chez vous, il est pas du tout sur du micromanagement. On est sur du management à la tâche où on te dit voilà, tu dois faire ça pour telle date. Et en fait, ce que tu fais au milieu, je m'en fous quoi. L'idée, c'est que de toute façon, c'est que tu y arrives et puis après, on verra quoi. Alors, j'imagine qu'évidemment, s'il y a besoin d'ajustement, il peut y avoir des contacts, mais c'est de la confiance et c'est de la confiance, mais la confiance n'exclut pas la vérification, comme diraient mes amis militaires. Du autre mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour ça qu'on laisse les gens sans aide, sans soutien, etc. Et puis on va pas leur dire de temps en temps, ça va, tout va bien, t'as besoin d'aide, passer son nez dans la porte, finalement à travers la porte comme on ferait dans un vrai bureau, et se dire ça va, tout va bien, un petit message, voilà. Donc ça, évidemment, quand on est obligé de faire ça en tant que manager, mais se dire, c'est pas tant j'ai besoin que tu fasses ça, c'est plus on va là. Pour faire ça, il faut faire ça, ça, ça. Tiens, toi tu prends ça, toi tu prends ça, toi tu prends ça. Et c'est tout. Aussi simple que ça, j'allais dire. Que ce soit très clair, ce que les gens doivent accomplir, c'est très clair. Qu'ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent, c'est très clair. Et ça vient aussi être une organisation relativement horizontale. Quand vous avez 50 couches hiérarchiques, personne ne sait ce que la couche supérieure va faire de ça, voire peut-être rien. Et vous le voyez dans des grosses boîtes encore aujourd'hui. Hein. Quand on parle de sens dans l'entreprise, c'est pas juste l'entreprise est là pour sauver le monde.
C'est aussi juste que les gens savent vraiment pourquoi ils bossent et que ça va vraiment servir à quelque chose. Déjà, si on commençait par ça, ce serait beaucoup mieux. Et ça vient aussi avec, on en revient encore à la même chose, hein, mais à la maturité des managers et même des managers. Quand tout le monde sait que ça se passe comme ça et que je viens en sachant ça, c'est quelque chose. Tu sais, on n'est pas là aussi pour dire on a un toboggan donc on est cool donc ça va être sympa et en fait la culture est un peu brutale. Ou à l'inverse, je prends un Netflix qui est beaucoup plus très très dur, qui dit on veut des superstars et si t'es juste bon ça nous suffit pas. Il y a vraiment, c'est important d'être très clair sur ce qu'on attend des gens et de leur donner les moyens de le faire. Et que les gens nous disent très rapidement, en entretien de préférence, non, c'est pas pour moi, cet environnement est pas pour moi. Mais c'est très clair que dans ce genre d'environnement, on peut pas se cacher. Ça va être le résultat est là ou il est pas là. Ok. Ouais. Et en même temps, alors moi personnellement, c'est clairement un type d'environnement que j'apprécie parce que ça responsabilise et en tant qu'employé, c'est hyper intéressant d'être responsabilisé et pas juste infantilisé en disant tu fais ce truc-là, tu sais pas pourquoi. Effectivement, parce que c'est le boss du boss du boss du boss qui l'a demandé. C'est ça. Ça n'a pas beaucoup de sens. Aucun sens. Du coup, sur le où et sur le comment les gens travaillent, vous avez mis en place un programme qui s'appelle Work and Swim, qui leur permet d'aller travailler à Chypre. C'est hyper marrant. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors, les fondateurs de l'entreprise sont des entrepreneurs qui ont déjà gagné beaucoup d'argent dans des aventures précédentes et qui sont installés au soleil à Chypre et qui se sont dit c'est quand même sympa la villa, on va faire venir de temps. Si les employés veulent nous rencontrer de temps en temps, venir, c'est quand même sympa d'avoir la possibilité de travailler d'ici. Et donc ils ont pris quelques appartements là-bas. Ils ont fait un petit bureau et ils ont pris quelques appartements là-bas qu'ils mettent à la disposition des employés qui peuvent venir seuls ou avec leur famille pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois pour travailler depuis là-bas. Et donc là, je te dis, on est plein jusqu'à fin octobre. Et c'est très simple pour réserver. Il n'y a pas besoin d'autorisation de quoi que ce soit. Il y a une page de réservation qui est mise à la disposition de tout le monde. Les gens voient ce qui est libre et ils prennent, mettent leur nom, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Et après ils viennent, on les attend, ils ont les clés et ils bénéficient de ça. Et puis en général, ils sont ravis de partager les photos, leurs bons plans de l'île pour les suivants. Et c'est très sympa, c'est très sympa. Ça permet du coup, il y a des employés qui se... Oui, du coup, c'est ce que j'allais dire. Il y a des employés. Du coup, ça permet que les employés se retrouvent, j'imagine. Ça crée du lien un peu informel au milieu, quoi. Voilà, exactement. Alors, ça permet déjà de rencontrer, parfois par hasard, de voir dans l'appartement d'à côté des employés qu'on n'aurait pas croisés sinon. Je trouve sympa. Voir s'ils sont venus avec leur famille, ça crée encore plus de liens croisés. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis parfois, des employés d'une même équipe, mais distribués sur plusieurs pays, qui décident de se retrouver au même moment et qui réservent les différents appartements au même moment et qui se font leur petit séminaire là-bas. Ils font 2-3 jours de séminaire ensemble et puis ils continuent de bosser là-bas pendant 1 semaine, 2 semaines ensemble sur place. Et donc ça leur permet de créer une vraie proximité, une vraie intimité finalement, qui est quand même compliqué à créer lorsqu'on est que en remote. À un moment donné, il manque quelque chose s'il n'y a pas une rencontre physique. Ouais, mais alors est-ce que du coup les gens y vont en mode vacances, on va dire, ou vacances et travail en gros, est-ce qu'ils y vont pour la plage, ou est-ce qu'il y a aussi des usages un peu plus travail, où les gens se disent bon là on a un sujet difficile à démêler, et si on allait se faire 1 semaine à Chypre, comme ça on bosse tous ensemble, on est 5-6 et on démêle ce truc et puis après on retourne dans la... Clairement, tu as les deux. Clairement, tu as les deux. Et puis les deux sont pas incompatibles. Les deux sont pas incompatibles. Bien sûr. C'est quand même sympa de se dire bon ben là on a fini le boulot, on va aller sur la plage, on va aller nager un coup. Moi je me souviens d'ailleurs de la première fois que j'étais allé à Chypre, j'étais avec le patron de l'Italie et de l'Allemagne et tous les trois entre 2 réunions on était allés se baigner tous les trois. Est-ce que à ce moment-là, tu vois, et on est en train de parler de tout, de business, de la vie, si tu veux, ça crée de l'intimité. On démêle aussi des choses. C'est aussi par ces temps morts que tu es par la suite plus productif ensemble dans l'heure qui va suivre pour démêler des choses plus complexes.
Ouais, c'est un peu ce qui manque toujours, et il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens. En remote, on a toujours un peu le problème de, en fait, il y a plus de machine à café, quoi. Donc en C'est fait, ça. on a viré tout l'informel, et ça pose des problèmes dans la relation avec les gens, en fait. Enfin, c'est plus compliqué d'avoir des relations de travail fluides, on va dire ça comme ça, quand on n'a pas passé des heures à jouer au baby-foot ou au café ou à discuter, à parler d'autres choses, quoi. Mais c'est un vrai problème, je pense, pour certaines grandes entreprises. Encore une fois, on est relativement petit, on est 150 personnes, alors oui, c'est gros pour une start-up, etc., mais c'est pas encore énorme. On a C'est encore vrai. des gens qui sont relativement seniors, donc ça pose pas encore de problème. Mais quand vous avez une très grande entreprise et que notamment tout le monde, déjà, pardon, lorsque dans une grande entreprise, même quand tout le monde est au bureau tous les jours, tout le monde ne sait pas comment créer son réseau au bureau, comment parler à son boss, à Ouais. son N+2, parfois à son N+3, parfois à 2, etc. Les gens n'ont pas, parfois ne savent pas comment le faire, ils n'ont pas la confiance en eux pour le faire, ils n'ont pas cette éducation au sens très large du terme. Donc c'est très compliqué déjà pour une grosse partie des employés, hein, il faut se le dire, au quotidien, c'est déjà très compliqué. Quand en plus ces gens-là n'ont pas l'opportunité parfois de croiser quelqu'un par accident à la machine à café, leur N+4 qui se retrouve avec eux à la machine à café et qui adresse la parole et que ça donne l'opportunité de leur parler, ça arrivera pas du tout, lorsqu'ils seront en remote. Ça, je pense, c'est un vrai problème pour les entreprises beaucoup Ouais. plus grosses. Je pense notamment aux employés, aux femmes, qui traditionnellement, en tout cas dans mon expérience de manager, avaient encore plus soit un syndrome de l'imposteur, soit un peu plus de difficultés à se mettre en avant. Elles en ont encore moins l'opportunité, je dirais l'opportunité par hasard, hein, de le faire lorsqu'elles sont en remote. Et se prendre en main à ce niveau-là, lorsqu'on n'a pas surmonté parfois certaines craintes, certaines peurs, ce syndrome de l'imposteur, cette timidité, que sais-je encore, ça rend les choses encore plus compliquées. Et je lis pas mal d'articles dans ce sens, hein, mais je pense que c'est très difficile. Je pense que ça va rendre les choses très difficiles. Et du coup, vous avez mis en place des choses pour essayer d'améliorer cet aspect ou Nous, on n'a pas ou pas vraiment. vraiment? Je t'avoue qu'on n'a pas le problème puisqu'on a des gens. On choisit les gens parce qu'ils Ok, ont dépassé ce genre de problème. C'est-à-dire qu'on sait que si on prend quelqu'un comme ça d'accord. va pas le faire au niveau où on en est aujourd'hui. Quand on sera beaucoup plus gros, il faudra vraiment se poser la question. Mais c'est un sujet qui m'interroge quand je pense au remote. Ouais, ok. Ok, écoute, merci beaucoup. Je finis toujours ce podcast avec à peu près la même question, qui est quel conseil tu donnerais à un fondateur de start-up, par exemple, qui veut se lancer en remote? Quelles sont peut-être les premières choses à mettre en place, ou peut-être un conseil à plus long terme, je sais pas. Je pense que c'est compliqué. C'est-à-dire que le remote, c'est pas un gadget, ça implique beaucoup de choses derrière. C'est pour ça que j'ai insisté sur ce que ça impliquait pour nous, en termes malgré de rencontres physiques de temps en temps, mais surtout en termes de seniorité des gens qu'on embauche Ouais, et de maturité surtout. Et ça veut dire, est-ce que je suis capable de, non seulement financièrement, de payer des gens plus mûrs, mais aussi est-ce que je suis capable de les déceler? Et est-ce que je suis capable, moi, de gérer des gens plus mûrs? Quand on est relativement jeune et embaucher quelqu'un de parfois plus mûr que soi, ça peut être compliqué à gérer au quotidien. Donc ça pose pas forcément des problèmes, mais ça, se lancer en remote, ça veut dire pas mal de choses derrière qu'il faut avoir en tête. Sinon ça fonctionnera pas. Et puis bon, l'autre chose que je veux dire, c'est que nous on s'est lancé en remote only avec des choix très conscients. Je sais pas comment ça marche pour des grosses boîtes qui veulent faire beaucoup de remote quand elles ont une culture au quotidien qui est pas du tout une culture remote. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas comment ça peut bien se passer en fait. Je suis très curieux. ouais, c'est compliqué, ça demande un vrai effort. Il y a un vrai switch culturel à faire, et je pense que pour une grosse entreprise, switcher du présentiel à du remote, c'est probablement, si c'est pas impossible, vraiment très très compliqué. Ça demande de l'éducation sur plusieurs mois, j'imagine. Au moins. Ok, mais merci beaucoup pour cet entretien, Olivier. C'était hyper intéressant d'avoir ton feedback sur ton expérience. Je mettrai le lien de ton entreprise dans la description du podcast. Merci beaucoup Xavier. Au revoir.
Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.